Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Ministère de l'énergie, Djibouti initie une nouvelle donne énergétique pour la région. C'était donc durant une cérémonie présidée par le chef de l'État ce matin au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis se retirent d'un traité sur les armes nucléaires avec la Russie. Merci à vous de nous rejoindre. C'est sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple la conférence régionale sur le développement des énergies renouvelables. Organisée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, cette conférence, la première du genre, va durer jusqu'au 23 octobre. Cette conférence a pour objectif d'exposer les dernières innovations conçues en la matière et proposées aux États et au public. Ces innovations portent sur les différents secteurs, qu'il s'agisse de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique ou géothermique. À son arrivée au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi. Le président a par la suite visité les différents stands où des produits comme des panneaux solaires ou autres étaient exposés. Des experts donc sur les questions des financements et de la mise en exécution de ces projets d'avenir participent à cette conférence soutenue par l'Alliance solaire internationale, un organisme qu'ont promu le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron suite à l'accord de Paris sur le changement climatique. Cette conférence a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, des pays voisins, des experts du monde des énergies renouvelables. La République de Djibouti a initié cette conférence et entend développer les énergies renouvelables dites vertes, moins polluantes, ce qui contribuera également à accélérer le processus du développement à la fois pour notre pays et pour tous les autres pays de la région qui s'y intéressent. Cette conférence a donc rassemblé, outre les membres du gouvernement, des délégations ministérielles, conseillers de la sphère énergétique, mais aussi des experts afin d'échanger les expériences et de stimuler les synergies entre des experts reconnus et les différents acteurs et du secteur énergétique, mais aussi harmoniser les politiques nationales, établir des partenariats financiers et accroître les investissements. À cet égard, la transition énergétique et les énergies renouvelables sont amenées à jouer un rôle de premier plan afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre et à limiter ainsi le réchauffement climatique. laga qaado dalka iyo degmada geeska duulahaan la gaarsiiyo waa mashruuciyo dooro duuya ku baxay maalo la dul saaray muruqana inta walka laga qaado dalka iyo degmada geeska duulahaan la gaarsiiyo waa mashruuciyo dooro duuya ku baxay maalo la dul saaray muruqana calcadiyo dabayshiyo jotarmiga dagalkeena daynagu manaystay waxse doorinayo degaanka iyo bilicdiisa naqrayana runtii maahe waa deeq ilaahay naqrayana runtii maahe waa deeq ilaahay calcadiyo dabayshiyo jotarmiga dagalkeena daynagu manaystay waxse doorinayo degaanka iyo bilicdiisa naqrayana runtii maahe waa deeq ilaahay naqrayana runtii maahe waa deeq ilaahay atamar dabeeciya durduran dhammaanay markan dibad ku soo saarno sabanimo ka dur weeye
dibad u soo saarno sabalnimo ka durweeye dayaxana u gurweeye sabalnimo ka durweeye dayaxana u gurweeye Heliyalo hobow heliyalo heliyalo dar alle wax qabadkeena danta waa si loo gaaro kamarta dabiiciga dar alle wax qabadkeena danta waa si loo gaaro kamarta dabiiciga dadku inuu ka haqabeelo heliyalo hobow heliyalo dar alle wax qabadkeena danta waa si loo gaaro kamarta dabiiciga dar alle wax qabadkeena danta waa si loo gaaro kamarta dabiiciga dadku inuu ka haqabeelo Entamant la série des interventions, le directeur de l'Alliance solaire internationale a indiqué que 3 idées de base ont conduit à la création de cet organisme, un organe crucial pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Son ambition est de mettre en œuvre de manière urgente une transition énergétique mondiale. Il illustre également une nouvelle manière de diriger la coopération mondiale. Il doit répondre enfin aux besoins énergétiques des pauvres en développement. Il y a 2 semaines, donc, a-t-il indiqué, la première assemblée de l'Alliance solaire internationale s'est tenue. Plus de 70 pays étaient représentés, montrant ainsi l'importance de cette question pour nos pays membres et le caractère unique de l'ISA. L'ISA, donc, est une initiative unique pour 3 raisons. D'abord parce que l'Alliance solaire internationale est un organe crucial pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Son ambition est directement liée aux objectifs de l'accord de Paris et à la nécessité de mettre en œuvre de manière urgente une transition énergétique mondiale ambitieuse et à faible émission. L'ISA est également susceptible de générer des solutions pour l'atténuation du changement climatique et de répondre aux besoins énergétiques critiques des pauvres. Deuxièmement, l'ISA illustre donc une nouvelle manière de diriger la coopération mondiale en réunissant l'ensemble des acteurs impliqués dans ces secteurs. Et le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, donc, a rappelé dans son intervention que la centrale électrique de Boulaos fonctionne donc jusque-là avec des turbines alimentées au fioul lourd, mais utilise également de l'énergie hydroélectrique provenant de l'Éthiopie voisine pour satisfaire les besoins énergétiques du pays. Selon le ministre, depuis plusieurs années, le gouvernement cherche à développer d'autres alternatives, notamment l'utilisation des énergies renouvelables, dont l'énergie géothermique, le solaire ou encore l'énergie éolienne. On l'écoute. Cette rencontre revêt un caractère inédit. Inédit par le choix du thème, les énergies renouvelables, qui sont au cœur des enjeux énergétiques de notre siècle. Inédit également pour le rôle que compte jouer Djibouti dans la région dans les prochaines années et décennies à venir en matière d'exploration et d'exploitation de ces abondantes ressources énergétiques renouvelables. Chers invités, notre continent, l'Afrique, se situe aujourd'hui à la croisée des chemins. Les effets des changements climatiques se font ressentir en premier lieu sur nos terres. Les questions que l'on doit se poser sont de savoir comment garantir un développement économique de nos pays sans compromettre celui de nos enfants. Comment permettre à notre population d'accéder de manière durable à une énergie abondante, profitable à toutes les couches sociales. Le 7e objectif de développement des Nations Unies vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, la consommation énergétique moyenne d'un Africain
et de 0,6 tonnes équivalent pétrole, principalement à partir des sources fossiles. Ce chiffre est 3 fois inférieur à la moyenne mondiale et 14 fois inférieur à la consommation d'un Nord-Américain. Chers invités, l'histoire de l'aventure humaine a montré qu'un développement à la fois économique et social a été possible à chaque fois que des progrès ont été réalisés en matière d'accès à l'énergie. À ce titre, l'Afrique regorge des potentialités en ressources énergétiques renouvelables qui ne sont que peu ou pas exploitées, et c'est sur la transformation de ce potentiel que notre continent doit miser pour son décollage économique. Et pour le président de la République, une énergie à moindre coût est primordiale pour les économies d'un pays moderne et qui veut vite se développer et compter sur les secteurs industriels. Écoutons l'intervention du chef de l'État qui a ouvert cette conférence. Mesdames et messieurs, honorables invités, Djibouti abrite sa première conférence régionale sur les énergies renouvelables en cette illustre occasion. J'aimerais souhaiter à tous, à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'y participer la chaleur bienvenue à Djibouti. Le changement climatique et ses effets ne sont plus des spéculations, mais une réalité à laquelle font face de nombreuses régions du monde et en particulier la nôtre. Les événements météorologiques extrêmes se sont multipliés de par le monde. Températures records, sécheresse, cyclones, fonte des glaces et acidification des océans sont autant d'événements marquants un dérèglement du climat. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient d'ores et déjà confirmer ces observations dont les causes sont imputables à l'activité humaine, avec une augmentation d'1 point de température depuis l'ère pré-industrielle. Il est donc urgent de procéder à un changement de paradigme qui passe par une refonte de nos modèles de production et de consommation. En guise d'exemple, je ne pourrais vous rappeler que les bâtiments sont tributaires de 32% de consommation énergétique mondiale. J'aimerais attirer votre attention que ce sont nos populations qui se trouvent en premier lieu menacées par ces phénomènes. Et le président, poursuivant son intervention, a indiqué que Djibouti entend développer toutes ses potentialités pour répondre à ses besoins énergétiques. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État que je vous propose de réécouter. Face à ces défis alarmants sur les effets catastrophiques du changement climatique, la République de Djibouti s'est fixé des objectifs ambitieux qui visent une production d'énergie à partir des sources 100% renouvelables. Elle compte ainsi apporter sa part de contribution, aussi infime soit-elle, à la réduction des gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5 degré Celsius au maximum. Mesdames et messieurs, les prévisions de croissance de la demande en énergie dans notre région sont importantes. De 36 TWh aujourd'hui, ce chiffre devrait passer à 134 en 2030 et à 457 en 2050, pour une capacité installée qui passera de 11 à 180 gigawatts sur la même période. Dans notre région également, les opportunités qui nous sont offertes par la nature sont à la hauteur des défis que nous devons relever. À nous donc de transformer ces gisements de potentialités pour permettre le développement durable de nos pays. Pour ce faire, nous devons tirer avantage des nombreux mécanismes de financement et d'adaptation qui sont à notre disposition. Je pense notamment au Fonds vert pour le climat, pour lequel nous devons non seulement faire entendre
nos positions et nos projets, mais aussi et surtout mettre en place les mécanismes de régulation appropriés au niveau national. Il serait à mon avis opportun de profiter de cette Assemblée réunie ici aujourd'hui pour avancer sur tous ces sujets et constituer un réseau solide pour faire avancer les projets d'adaptation et de mitigation du changement climatique. Pour conclure, mesdames et messieurs, cette conférence est l'occasion d'échanges sur nos expériences respectives dans le domaine des énergies renouvelables et de capitaliser nos acquis pour transformer notre région qui demeure l'une des plus vulnérables face aux risques climatiques. J'encourage d'ailleurs nos pays frères de la région ainsi que les organisations non gouvernementales à multiplier les initiatives pour faire face aux défis climatiques que connaît notre planète. Je vous souhaite donc des discussions fructueuses et vous renouvelle la bienvenue à Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Il est l'heure de retrouver à présent l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal. Nous parlions donc de la conférence régionale sur l'énergie qui s'est tenue ce matin au Palais du Peuple et qui a été présidée par le président de la République. Vous avez pu suivre avec nous les différentes interventions et à l'issue de la cérémonie, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions de quelques participants. Je viens d'avoir le plaisir d'assister à cette première conférence internationale ou régionale sur les énergies renouvelables. J'ai de très belles impressions parce que les chiffres qui ont été annoncés pour Djibouti sont des chiffres très intéressants, comme par exemple une couverture de 200 kWh par mètre carré par an, c'est l'un des plus élevés au monde. Ça veut dire que le potentiel en énergie renouvelable, notamment le solaire, existe. Au cours de mon séjour, j'ai eu la chance de visiter aussi les projets de géothermie actuellement en développement. Le pays présente aussi un très grand potentiel en géothermie. C'est l'une des rares en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique de l'Est, ça existe, mais c'est l'une des rares, si on vient au plan africain, de voir un pays à un très fort potentiel et surtout de voir l'objectif du gouvernement de 100% d'énergie renouvelable. Je pense que c'est très encourageant. Aujourd'hui, c'est une très grande opportunité pour la République de Djibouti d'organiser ou d'abriter cette conférence que nous appelons donc, comme vous le savez, Djibouti est appelé un laboratoire d'énergie renouvelable. Un laboratoire d'énergie renouvelable, pourquoi? Parce que tout simplement, le pays dispose d'un potentiel très important en énergie verte, la géothermie en l'occurrence, les éoliens, les solaires et les marées motrices. Donc, pour la première fois, nous organisons donc à Djibouti, et particulièrement le ministre de l'énergie, sous le patronage du président de la République, nous avions organisé cette conférence pour débattre un peu la manière dont nous comptons donc explorer et exploiter cette énergie fort importante pour la République de Djibouti. À l'issue de cette conférence, donc, nous espérons donc, pouvoir mettre en place une stratégie réelle pour la République de Djibouti, de la manière que les institutions aujourd'hui qui sont les institutions nationales, comment ils pourront mettre dans le réseau le premier mégawatt dans le meilleur délai. Et nous allons revenir donc sur cette conférence de ce matin avec notre invitée de cette édition. Il s'agit de Madame Dera Moussa Aragé. Bonjour Madame Deka. Donc vous êtes conseillère du ministre de l'énergie et vous avez également participé ce matin à la conférence. Alors ma première question, la République de Djibouti a organisé donc ce matin cette première conférence, la première du genre donc, exposition des énergies renouvelables. Quelle est la place des énergies donc renouvelables à Djibouti et notamment dans la région? Je vous remercie pour votre question. Alors, les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus prépondérante dans la majorité des pays de la région, et en particulier à Djibouti, qui occupe en fait le pôle position quasiment de la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Nous sommes à plus du 2/3 de notre énergie qui est de source renouvelable. Donc, les pays de la région disposent tous en fait d'une proportion qui a extrêmement augmenté durant la dernière décennie et qui a amené à connaître un essor supplémentaire. Tout cela s'explique par les conditions en fait climatiques et l'environnement
atypique, favorable dans lequel nous vivons dans la région. Je peux citer l'exemple de la vallée du Rift, en fait, qui nous donne des conditions propices, par exemple, pour avoir accès à une énergie géothermique à un coût abordable. Et alors, en quoi les énergies renouvelables constituent-elles une solution adaptée pour la Corne de l'Afrique? À l'heure aujourd'hui, en fait, où on est confronté en fait à la fin des énergies dites fossiles, il est important que chaque pays prenne la mesure de la place que vont occuper de manière certaine les énergies renouvelables et soit le plus préparé possible en fait à la fin de cette ère du tout pétrole. Les pays de la région ont plutôt bien saisi cette question puisque d'un point de vue politique, d'énormes réformes ont été menées dans la majorité des pays, et en particulier à Djibouti. On a des réformes institutionnelles importantes qui ont été menées durant les dernières années et qui devraient favoriser en fait la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique dans les années à venir. Donc nous savons que cette conférence a été organisée à Djibouti, c'est une première du genre et va se dérouler jusqu'au 23 octobre prochain. Alors qu'attend Djibouti de cette conférence? Alors cette conférence, cette première édition de la conférence sur le développement des énergies renouvelables a été organisée par le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles sous l'impulsion du président de la République. Il s'agit en fait ici de permettre en fait de disposer d'un cadre privilégié pour pouvoir s'imprégner en fait de l'expérience de nos pays voisins. Nous sommes entourés de géants, typiquement le Kenya ou l'Éthiopie, qui ont amorcé certains projets, et nous souhaiterions nous en inspirer et capitaliser sur l'expérience. Nous aimerions également partager les caractéristiques de nos projets avec les potentiels investisseurs que nous avons conviés à cette conférence, mais également aux bailleurs de fonds. Et enfin, nous aimerions en fait, à la fin de cette conférence, réfléchir sur notre propre trajectoire pour atteindre notre objectif national, qui est d'atteindre une énergie de source 100% verte à l'horizon 2035. Pardon. Merci à vous donc d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir accepté notre invitation, Madame Deka Moussa Ragué, donc conseillère du ministre de l'Énergie. Merci à vous. Et nous poursuivons donc dans l'actualité. Le ministre russe a remis donc un message du président russe Vladimir Poutine au président de la République Ismaël Omar Guelleh portant sur les renforcements de la coopération entre la République de Djibouti et la Fédération de Russie, un grand pays dont le rôle est important dans les grands dossiers politiques, économiques et sociaux et dans la préservation de la paix mondiale. Il a été introduit donc auprès du président par le ministre des Affaires étrangères et du porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. La délégation russe était forte de plusieurs responsables, dont le directeur général de la banque russe Gazprom Bank et des hauts responsables, M. Bogdanov, plusieurs ambassadeurs de la Russie dans le pays arabe et aussi le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique étaient présents lors de cet entretien. Et après la remise du message, les discussions entre le président Guelleh et la délégation russe ont porté donc sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Djibouti en Russie, Dr Kamil Mohamed, et l'ambassadeur de Russie ont participé à cette rencontre. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères supervise donc les relations de la Fédération de Russie avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et aussi d'autres institutions dans l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et d'autres organisations musulmanes. Il est aussi chargé de la coopération avec les organisations musulmanes russes ainsi du suivi du processus de paix au Proche-Orient. Et à la sortie de la réunion avec le président, le vice-ministre russe est revenu sur les principaux points donc, de discussion qu'il a eu avec le président de la République. On l'écoute. Je suis profondément reconnaissant à Monsieur le Président de la République pour le temps accordé à notre délégation. Transmis à Monsieur le Président de la République les meilleures salutations de la part du Président de la Russie, Vladimir Poutine. On a eu la possibilité de discuter avec Monsieur le Président nos relations d'amitié qui se développent à tous les niveaux. Cette année, on a fêté la quarantaine de nos relations bilatérales diplomatiques. On développe nos relations dans plusieurs sphères, politiques, militaires, économiques, échanges économiques et commerciaux, préparation, formation des cadres, ce qui va améliorer l'état de notre coopération dans le futur. On apprécie hautement le dialogue politique qui se développe entre nos deux pays et qui nous aide beaucoup.
Et on respecte et on fait en attention particulière aux intérêts des deux pays quand il s'agit des sujets aux Nations Unies. Apprécie hautement les contacts entre les deux ministères des Affaires étrangères et les contacts personnels avec Monsieur le ministre. C'est pourquoi on se félicite de cette visite à Djibouti. Au premier lieu, les contacts avec Monsieur le Président de la République et avec Monsieur le ministre de ces pays amis. Merci beaucoup pour l'attention des médias à la visite de notre délégation. Merci. Écoutons également à présent les explications du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Le vice-ministre Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a apporté un message du président Poutine au président Guelleh. Cela démontre l'excellence des relations qui existent entre les deux chefs d'État. Les relations entre Djibouti et la Russie remontent à 40 ans. Et donc ce sont des relations solides qui sont basées sur des fondations qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Nous avons une coopération au niveau militaire, dans la formation, nous avons une coopération au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes également maintenant en train d'envisager une coopération économique, puisque la délégation de M. Bogdanov comprend également le président de la banque Gazprom, qui est une banque multinationale qui a beaucoup d'activités en Afrique et surtout dans la Corne de l'Afrique, en matière d'extraction de gaz, de minerais, et également des investissements un peu partout dans cette région. Et donc voilà un intérêt particulier qui est exprimé par le gouvernement russe vis-à-vis de Djibouti, et nous nous félicitons de cet intérêt grandissant pour ce grand pays, pour Djibouti. Il y a la question du rôle de la Russie au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie est un acteur important sur la scène internationale qui permet et qui agit aussi dans le sens de règlement de nombreuses crises. Je crois que le rôle de la Russie est apprécié par Djibouti et nous souhaitons que la Russie continue à aider les pays de la région à régler leurs problèmes de manière pacifique. Et nous nous félicitons également de l'intérêt très important qui est porté par la Russie à certains événements internationaux, qu'ils soient culturels. Vous savez que la Russie est candidate pour abriter l'Expo universelle 2025 et c'est un pays qui a les moyens et les capacités d'organiser ce genre d'événements. La Russie également a dans sa région ses propres problèmes, mais elle essaie de les résoudre de manière pacifique. Et nous sommes avec donc Djibouti et la Russie, sont deux pays qui s'apprécient et qui continueront à travailler dans un bon esprit à l'avenir. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Bonjour. Alors l'Union africaine, Samatar, a nommé l'ancien vice-président et leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, haut représentant pour le développement des infrastructures sur le continent africain. Effectivement, Ahmed, l'Union africaine, l'UA, a nommé Kenya Raila Odinga, haut représentant pour le développement des infrastructures sur le continent africain. La nomination a été annoncée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le représentant est chargé de mobiliser le soutien politique auprès des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, Ahmed, d'améliorer la responsabilisation de toutes les parties prenantes concernées sur le continent. Il soutiendra également les initiatives, Ahmed, de la Commission de l'Union africaine et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique afin d'encourager l'implication accrue des partenaires du développement. M. Odinga a occupé un certain nombre de postes, rappelons-le Ahmed, des fonctions importantes tout au long d'une carrière de plus de 40 ans. Plus d'une fois membre du Parlement, il a détenu d'importants portefeuilles ministériels, notamment dans le domaine de l'énergie, de tous les travaux publics, du logement en 2001. De 2005, il a également été Premier ministre du Kenya de 2008 à 2013, Ahmed. Et concernant la Russie et les États-Unis sur le dossier de la réduction de l'arsenal nucléaire, les États-Unis ont annoncé qu'ils se retirent d'un traité sur les armes nucléaires avec la Russie. Effectivement, Ahmed, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient se retirer d'un traité signé avec la Russie sous le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire. Plusieurs représentants américains ont dit que Moscou ne respectait pas le traité. Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer. Le traité Intermediate Nuclear Force Treaty sur les armes nucléaires de portée intermédiaire avait été signé, Ahmed, rappelons-le, en 1987 par les dirigeants américains soviétiques à l'époque, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev.
Ces traités, en abolisant l'usage de toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5000 km, avaient mis un terme à la crise déclenchée dans les années 80 par le déploiement de la SS-20 soviétique et tête nucléaire ciblant les capacités occidentales, Ahmed. Ce traité est motivé par le rêve des Américains de dominer seul le monde, ainsi rapidement réagi par une source ministère. Donald Trump a fait cette annonce alors que même que son conseiller à la sécurité nationale, Ahmed John Bolton, s'apprêtait aujourd'hui à se rendre à Moscou pour poursuivre le dialogue controversé entamé en juillet entre les États-Unis et l'Union européenne, et plutôt la Russie, Ahmed. Et enfin, ce matin en Afghanistan, les élections législatives ont été marquées par la violence. Et oui, Ahmed, le dépouillement des bulletins de vote a commencé en Afghanistan au terme d'une journée de scrutin législatif marquée par des violences qui ont fait 36 morts et par un chaos ayant empêché de nombreux électeurs de voter. Le vote n'est pas autant terminé. 401 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir hier en raison de divers dysfonctionnements des listes électorales incorrectes, manque d'assesseurs, terminaux biométriques et récalcitrants ouvriront aujourd'hui, qui a été décrété férié. Le vote dans la province de Kandahar, lui, a été reporté pour samedi prochain suite à une attaque des talibans jeudi qui a décimé la majorité de l'état-major sécuritaire provincial. Le vice-ministre de l'Intérieur, Akhtar Mohamed Ibrahimi, a indiqué au cours d'une conférence de presse que 36 personnes avaient été tuées, dont 27 civils, lors de 193 incidents sur tous les territoires, Ahmed. Merci Samatar et merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Très bon après-midi sur Télé Djibouti.